Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre donc pour ce dimanche de Sèvres, troisième dimanche du mois consacré aux rencontres artistes, artisans de la manufacture pour cette saison consacrée à la beauté du geste. Donc l'artiste céramiste invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Boss. Donc Emmanuel, tu viens de passer 3 ans parmi nous en résidence à la manufacture, plus précisément au laboratoire, là où on élabore les pâtes et les émaux. Les émaux, une grande passion pour toi, tu nous en diras plus. Donc Catherine de Mattei. Donc Catherine, tu as fait tes études au lycée Initiative à Paris. Tu es entrée sur concours en 1986, je crois, tout d'abord à l'atelier d'émaillage, puis tu as rejoint en 2008 l'atelier de polissage. Et enfin, Dany Roger. Dany, tu es mécanicien de formation. Ça fait plus de 25 ans que tu as rejoint la manufacture, également sur concours, je crois, 25 ans, 37 ans, bah, tu vois, je t'ai rajeunie. Tout d'abord à l'atelier de calibrage et puis tu as rejoint en 2011 l'émaillage. Alors, Sèvres, pour toi, Emmanuel, et aussi pour Catherine, pour Dany, forcément, c'est votre façon de vivre, vous, tous les jours. Mais Emmanuel, je crois que tu as eu un véritable coup de foudre en voyant les collections, la Wallace Collection, hein, c'est ça ? Alors au départ, Sèvres, donc je suis artiste céramiste. Et alors, Sèvres, pour un artiste céramiste, c'est à la fois un objet de fascination, mais aussi souvent un peu repoussoir. Parce que Sèvres, c'est la perfection. C'est ce qu'on n'arrivera jamais à faire tout seul. C'est 120 à 130 personnes, alors que le céramiste est la plupart du temps tout seul à faire toute cette chaîne. Donc un peu de jalousie peut-être aussi. Bon, voilà. Donc je suis arrivé ici avec une certaine ambiguïté. Justement par rapport à toute cette perfection, sachant qu'en plus le céramiste, enfin moi dans ma pratique, je valorise beaucoup l'inattendu, la surprise, l'accident et les choses pas toujours parfaites, comme le font aussi les céramistes japonais, chinois, coréens et puis aussi beaucoup d'autres céramistes en France. Effectivement, j'ai découvert lors d'une visite à la plus grande collection de céramique du 18e, enfin de céramique de Sèvres, et en particulier du 18e à Londres, qui est la Wallace Collection. Et j'ai pu regarder, alors là j'étais très attentif en fait à ce que je voyais, je le comprenais pour la première fois, et je regardais toutes ces pièces, et toutes ces pièces qui sont censées être les plus magnifiques de Sèvres sont toutes cassées, enfin cassées. Elles ont toutes des défauts, voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose. Finalement, cette grande maison qui, sous ses airs, là, roule un peu les mécaniques, il y a peut-être... voilà. Donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Sèvres, et voilà. Et toi, Catherine, donc avant d'arriver à Sèvres, quel était ton ressenti ? Alors moi, j'ai commencé la céramique, j'avais l'âge de 13 ans. Ensuite, je suis rentrée à l'Initiative. Et c'est grâce à notre professeur qui faisait une visite systématique à Sèvres pour nous montrer ce qu'était que la céramique à France que j'ai connu Sèvres. Et pendant la visite, nous avons visité l'atelier d'émaillage. Et en sortant de la manufacture, je me suis dit, jamais j'irai dans cet atelier. C'est là que j'ai commencé. Dany ? Ah ben moi, j'étais pas du tout amené à venir à la manufacture. Je connaissais pas du tout. J'étais destiné à être mécanicien monteur. Et sur le marché de l'emploi depuis plusieurs mois, j'avais qu'une seule solution devant moi, vu que je venais du Nord, c'était l'armée. Et une opportunité s'est présentée à moi. Ma tante qui travaillait ici à l'époque m'a proposé de passer les concours. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai réussi. Et depuis 37 ans, je suis à la Cité de la Céramique. Tu viens de parler, Emmanuel, de perfection. C'est vrai qu'à tous les stades de la production d'un objet, on recherche la perfection à Sèvres. Et toi, on a l'impression que tu cherches plutôt le bel imparfait. Explique-nous ça. Oui. Alors effectivement, moi, ce que je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans la pratique de la céramique, c'est lors de l'ouverture du four, d'arriver à
une surprise, enfin, d'obtenir une surprise, un inattendu. On part toujours avec une idée, un projet, et c'est en fait moi ce qui me fait continuer ce métier tous les jours, c'est cette possibilité de surprise et d'être touché, ému par des choses qu'on n'a justement pas prévues. Voilà. Et je crois que la céramique, elle a, et même à Sèvres, on est aussi, la céramique, elle vous prend toujours un peu à contre-pied. Les artisans, quand ils parlent de céramique, ils disent la porcelaine est vivante à Sèvres. On dit toujours la porcelaine est vivante. Moi, je lui prête presque une volonté à cette matière. Donc, j'essaie d'établir un rapport avec elle qui soit amical et ludique. J'essaie de jouer avec ce qui a souvent une volonté propre. Mais voilà, après, est-ce que peut-être Catherine peut... comment est-ce que tu réagis, toi? Est-ce que tu crois que la porcelaine a fait ce qu'elle veut? Oui. En gros, c'est un peu une bataille entre nous et la matière. Parce que bon, moi, je la reçois, elle est cuite, définitivement cuite, donc je ne peux pas faire plus que ce que j'ai devant moi. Et avec ce que j'ai devant moi, il faut que ce soit doux, sans défaut, comme du marbre. Et ça, c'est plus compliqué. Parce qu'elle fait vraiment ce qu'elle veut, et tout ce qu'on lui fait subir avant en cru, elle le redonne à la cuisson. Donc même si c'est propre, net, avant la cuisson, quand moi je reçois les pièces, elles sont des fois dans un état. Et c'est notre travail de faire en sorte que ce soit le plus net possible pour tout. Que ce soit sur des petites roses, comme on peut voir là, ou que ce soit sur des cubes, des Manuel Boss. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer avec les brillances, avec les douceurs, enfin voilà. Parce que moi, je polis pour que ce soit propre, net et prêt à être vendu. Oui, on va faire passer quelques exemples pour qu'on comprenne bien en fait de quoi il retourne. Tu reçois, donc dans ton atelier, tu nous as dit notamment ces biscuits, par exemple. Alors, dis-nous comment tu les reçois, en fait, et ce que tu dois faire sur ces pièces. À 1280 degrés, parce que c'est de la PN. Et ces biscuits sont faits par les mouleurs repareurs. Pourquoi repareurs? Parce qu'ils reparent la tenue du biscuit. C'est-à-dire qu'ils refont tous les traits pour que ce soit bien, et tous les volumes pour que ce soit bien net après la cuisson. Si on ne le faisait pas, ce serait tout mou, enfin, on ne verrait plus grand-chose au niveau des reliefs. Et là, comme c'est fait dans des moules, et que chaque endroit, chaque partie du personnage a un moule, bah, c'est comme un puzzle en 3D, sauf qu'après, il y a toutes les coutures, tous les collages qu'il faut enlever pour pas que ça se voie quand c'est vendu, quand c'est fini. Et ça, on s'amuse à le faire avec toutes les petites meules, les petits papiers, les petites limes qu'on a là. Lors de ma résidence à Sèvres, j'étais effectivement artiste, mais j'étais artiste participant. Voilà. Il m'apportait d'apprendre aussi les techniques et de les partager, enfin de partager cet apprentissage. Parce que c'est un métier qui est très dur, celui de polir. Quand on va à l'atelier de tripolissage, Catherine, on la reconnaît tout de suite, c'est Robocop. Elle est avec tout un tas d'aides pour les bras, pour le cou, pour le dos. Donc c'est vraiment éprouvant. Donc il ne s'agit pas juste d'arriver à être l'artiste et dire bon ben Catherine tu vas me la polir celle-là, et puis les 50 dernières aussi. Il s'agissait aussi de partager, il y avait cette notion de partage, de participer avec l'artisan et aussi avec la matière et avec l'artisan. Voilà. La pièce que j'ai fait circuler, c'est une pièce en pâte tendre, donc qui est une porcelaine phosphatique, c'est-à-dire à base de cendre d'os au départ. On appelle ça bone china en anglais, voilà, qui est en fait une fausse porcelaine, qui n'est pas une porcelaine kaolinique, disons. Alors c'est une vraie porcelaine, voilà, aussi, mais voilà, pas kaolinique, et qui a comme caractéristique sa translucidité. Et on se rapproche beaucoup de cette fascination que j'ai pour l'émail et dans laquelle j'explique pas tout à fait très bien, mais
c'est ce sentiment d'une lumière intérieure de l'émail. Voilà, l'émail, ce n'est pas, on parle souvent de couleur. Je pense que, voilà, on en parlera tout à l'heure, que c'est beaucoup plus qu'une couleur, et c'est notamment une lumière. Et que le polissage du biscuit permet de s'approcher, en particulier sur la porcelaine tendre, donc de ce rendu émaillé. Alors, Catherine a évoqué là des pièces que j'ai appelées stabiles, qui sont en fait des très fines feuilles de porcelaine phosphatique, enfin de pâte tendre. Voilà, ça c'est un des stabiles que vous verrez là dans le showroom. Donc, ils font 50 cm de côté. Voilà, et qui ont été déformés à la sortie du moule et aussi lors de sa cuisson. La part d'inattendu et la part de surprise est considérable, quoi. Et elle fait, enfin, c'est là l'objet d'ailleurs de l'œuvre, c'est de ne pas savoir. Voilà. Et donc ça, c'est une pièce. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur le rendu, en fait, et là on le voit beaucoup, voilà, c'est cette lumière qui, on voit la translucidité de la porcelaine, et dans cette grande ouverture, on entrevoit là cette lumière. Voilà. Ça, c'est une autre pièce. Alors, cette fente, donc, est une fente partielle parce qu'elle ne traverse pas l'intégralité de la pièce, celle qui est frontale. Elle permet aussi, voilà, ce jeu avec la lumière grâce à la translucidité de la pâte tendre. Et on voit aussi, alors, sur la cale là, qui la soutient, on voit aussi le reflet après du métal, comme si la pièce était émaillée. Donc, on est sur quelque chose de très ambigu, et on est allé même plus loin avec Catherine. Ça, c'est une pièce donc, qui, elle, est émaillée, qu'on a d'ailleurs émaillée avec Dany, voilà, qui est aussi ce voile. Alors stabile, hein, c'est en hommage en référence à Calder, c'était toutes les sculptures en extérieur de Calder étaient appelées des stabiles, et qui sont la conjonction de plusieurs éléments dans un équilibre un peu improbable. Voilà. Et donc cette pièce-là, voilà, ça c'est la pièce vue de dos. Et c'est un émail, et avec Catherine, on a imaginé de polir l'émail avec les mêmes techniques que Catherine utilisait pour le biscuit, et on arrivait à un rendu d'abord extrêmement doux, et aussi supprimait tout le problème des salissures. Voilà, parce que cet émail était extrêmement salissant, prenait la poussière, voilà, blanchissait, et il ne restait plus noir. Alors qu'avec le polissage de l'émail, on arrivait à quelque chose de... Voilà. Je voudrais passer à Dany, parce que là, on a un peu tourné autour de l'émail, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. On n'a pas parlé du travail. En quoi consiste en fait le travail de l'émailleur? Déposer de l'émail sur toutes les pièces qu'on nous apporte. Comment ces pièces, quand on te les apporte à l'atelier? Pour nous, elles sont en dégourdi. Donc, le dégourdi, c'est une cuisson qui est faite à 980 degrés, qui rendent les pièces très solides, mécaniquement solides, mais qui les laissent poreuses pour qu'on puisse les émailler, soit par trempage, dans un bain d'émail, en laissant le moins de traces possible sur la pièce, ou alors par insufflation, c'est-à-dire avec un pistolet qui nous permet d'émailler des grands volumes. Là, c'est de l'émaillage par insufflation. Les gens pensent qu'il suffit de passer de l'émail sur toute la pièce, mais c'est pas vrai. La plupart des gens que nous, on a en stage, prennent des couleurs foncées pensant qu'il y aura moins de défauts après cuisson. Au contraire, plus la couleur est foncée et plus il y a de défauts. Parce qu'on voit tous les défauts apparaissent. Donc on a une technicité qui nous permet d'avoir une continuité dans notre geste pour que ça n'arrive pas. Mais on ne peut pas maîtriser tout. Seul, comme disait Emmanuel tout à l'heure, seul le feu nous dit si on a bien travaillé ou pas. Très bonne transition de Dany pour l'émail. Donc, tu es un spécialiste depuis de très longues années de l'émail. Quand tu es arrivé à Sèvres, tu as vu une sorte d'émothèque géante à ta disposition.
et tu as su, avec tes mots et les émaux, faire une sorte de mariage de passion. Dans ton langage, il y a beaucoup d'accidents, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Alors, raconte-nous un peu ce qu'est pour toi l'émail et comment tu l'as travaillé à Sèvres. Alors, j'avais effectivement dans quelques années de pratique, mais j'ai toujours l'impression en fait de courir après mes défauts ou enfin ce que je ne sais pas. Voilà. Et en fait, je suis arrivé et donc moi j'émaillais. J'avais pas besoin de Dany au départ puisque je savais émailler. Donc j'ai dit bah non, je me démerde tout seul. Et puis Dany m'a vu, il m'a dit mais tu sais pas émailler quoi. Donc je lui dis ah bon, je sais pas émailler moi. Ah je sais pas émailler. Voilà. Donc voilà, ça c'était voilà, tous mes a priori contre Sèvres initiaux étaient vérifiés là. Voilà. Donc alors effectivement, bon, Dany m'a montré. Et alors en fait, j'étais plutôt content que quelqu'un me ait cette bienveillance de partager avec moi ses secrets d'atelier. Voilà. Donc je dis bon bah moi, si tu es d'accord, je veux bien apprendre. Voilà. Donc apprends-moi. Et j'ai été content d'être en fait l'apprenti de Dany pour la pose. Donc ici, on voit, ça c'est la première pièce, Dany. Qu'on a émaillé ensemble, enfin que tu as émaillé d'ailleurs, moi je me suis contenté de regarder, avec un émail sombre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui, voilà, la plupart d'entre vous ne savent sans doute pas, enfin n'ont jamais vu un émail en vrai, donc là on est sur un émail sombre et en fait, voilà, vous voyez, c'est tout clair. Donc c'est, voilà, on peint à l'aveugle. On ne sait pas ce que ça va devenir. On est dans le noir. Voilà. Donc Dany a un certain nombre de gestes là, qui m'a montré. Donc ça, c'est la pièce une fois émaillée. Donc qui est le premier monolithe, alors que j'avais envisagé complètement différemment, puisque moi, je les voyais plutôt sur leur tranche, à la verticale. Et qu'en fait, j'ai été très touché par la profondeur que je prête. Mon amour de l'émail, c'est voilà, cette profondeur que je ressens souvent devant des pièces émaillées. Et à Sèvres, je t'ai dit, mais ils savent faire que de la couleur à Sèvres, donc il y a de la profondeur, bon, ça va être difficile de la trouver. Donc voilà, il y a une grande différence entre la couleur et la profondeur, parce que la couleur, on est sur quelque chose qui est assez exact, et là, cet émail, sur cette pièce, quand j'ai vu ça, et là, j'avais qu'une envie, c'était de me baigner, enfin voilà, on a envie, on regarde cette pièce, elle est une piscine, donc j'avais justement envie de montrer voilà, toute cette étendue, toute cette piscine en fait d'émail. Voilà. Et donc ça a considérablement influencé mon travail, le travail qui a suivi. Donc là, c'est la pièce voilà, en atelier. Là, c'était la pièce lors d'une exposition dans ma galerie à Paris. Alors, j'ai pris cette photo pour vous montrer. En fait, à côté, il y a une autre pièce que Dany a aussi émaillée. Donc ça, c'était une pièce... alors, pour la petite histoire de la surprise et de l'accident, donc ça, c'est un monolithe. C'est une pièce qui sort du moule. C'est un rectangle, hein, parfait. Et donc je faisais donc au petit coulage avec Alain Alain Coudreau qui est ici, voilà. Et cette pièce là, c'est complètement ratatinée, elle est tombée en fait du banc de coulage. Et j'ai trouvé qu'en fait la déformation était très belle. Donc Dany, lui, a appris, enfin on a réfléchi beaucoup à comment émailler la pièce. S'il fallait en fait l'émailler de telle façon, il fallait émailler les ailes sans qu'elle colle. Donc, je lui posais un certain nombre de défis techniques. Voilà. Ça, c'était la pièce. Alors, on a imaginé après une façon de la mettre un peu en équilibre à l'intérieur du four. Et ça, c'est à l'ouverture du four. Voilà. Donc une fois que Dany m'a dit que je ne savais rien faire, donc je me suis lancé moi aussi. Voilà, donc ça c'est mon retravail. Voilà. Ouais, tout le monde m'a dit que je ne savais pas faire, tu vois. C'est ça. Toi aussi. Voilà.
Et en fait, bon, parce que à Sèvres, je vais te laisser. C'est combien de temps ton apprentissage? Pour apprendre, c'est très long parce que même si on sait tenir un pistolet, on ne sait pas forcément émailler. Tu l'as bien reconnu tout à l'heure. On commence déjà notre apprentissage à l'insufflation sur l'incolore parce que c'est le plus facile, l'incolore. Même si les défauts se voient, on les rattrape beaucoup plus facilement parce que c'est que du verre translucide, donc transparent. Donc il n'y a pas gros souci avec l'incolore. Par contre, dès qu'on commence à passer aux couleurs, là ça devient compliqué parce que en moyenne, on passe 4 couches d'émail sur toute la surface de la pièce. Donc on va passer 2 couches, on va la lisser et on va remettre encore 2 couches et là on relisse une nouvelle fois. Le tout, c'est de ne pas arracher la matière. Si vous arrachez la matière, vous faites des trous. Si vous faites des trous, vous faites des clairs et donc un défaut. Et là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Après, une fois qu'on a la maîtrise du geste, donc ça va très vite, mais pour être bon, comme dans tous les métiers, ici à la Cité de la Céramique, il faut en moyenne 7 ans. Et après, on ne fait que bonifier avec les années. Donc, mais malgré tout, même si on est très bon, eh ben, les échecs arrivent. Donc ça, c'est une pièce. Voilà, vous me voyez là l'ouvrage. Et le résultat, c'est un ramassis d'imperfections et c'est pourtant une de mes pièces préférées. Voilà. Donc, les imperfections, les vagues, ce qu'on appelle la vague, en fait, c'est, Dany disait, il y a 3 à 4 couches d'émail. Donc là, il y a effectivement 3 à 4 couches d'émail, mais voilà, elles ne sont pas descendues avec, j'ai pas été régulier dans ma pose, ou alors trop chargé en haut, ou pas assez, voilà. Et en fait, on voit une démarcation, enfin 2 démarcations. Cette zone très sombre au centre, c'est une concentration exagérée d'émail. Alors là, ce n'est pas simplement une maladresse de ma part. C'était aussi, je connaissais cet émail, je les ai testés sur ces cubes, j'ai voulu cette profondeur avec un émail extrêmement, voilà, qui permet de faire ce genre de choses. Alors après, il y a des choses qui m'ont... donc il y avait à la fois la vague, en revanche, ça c'était totalement accidentel, totalement imprévu, et bienvenue. Voilà. Mais il y a des choses qui, par exemple, là, du coup, sont pas du tout attendues. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un... voilà. Là, c'est le summum. Là, vous voyez plein, ce qu'on appelle des retirements. Alors, c'est lié à quoi? Soit du gras sur la pièce, soit une couleur qui n'est pas suffisamment bien préparée, un mauvais polissage, des impuretés. Alors, c'est que la pose a été vraiment... Ouh! Ça vient de quoi? Alors en fait, voilà. Parce que là, tu m'attaques, mais moi, je vais t'attaquer en revanche. Cette pièce-là, donc c'est un émail bleu céleste. Alors donc le bleu céleste, c'est un émail de pâte tendre. C'est un émail qu'on cuit à basse température et dont la pose est extrêmement difficile, hein, et qui nécessite un mélange préalable avec un médium. Voilà. Et on passe, pour émailler une pièce comme ça, c'est une journée ou 2. Voilà, parce qu'il faut que ça sèche, il faut la sécher, il faut la passer en étuve, il faut revenir, voilà. Et à la fin, ça s'écaille, ça tombe et on recommence. Voilà. Moi, quand je l'ai émaillé, cette pièce-là, je l'ai émaillée avec ce que j'appelle le pot des émailleurs. Donc un pot qui avait été préparé par les émailleurs et qui avait vieilli. Et l'émail de pâte tendre, et en particulier avec ce médium, a tendance à mal vieillir, sans doute. Mais moi, je ne le savais pas. Je l'ai posé comme j'ai pu, mais voilà, je trouve que c'est quand même... Voilà. Et en fait, cette pièce, au départ, donc moi, quand je l'ai sortie, j'ai dit, bah oui, effectivement, quoi, enfin, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et en fait, là, il faut s'arrêter, il faut dire, bon, c'est un gros défaut, mais il faut être prudent avec ce qu'on attend. Parce que la céramique, elle consiste aussi à trouver
ce qu'on ne cherche pas. Voilà. Donc on est aveugle, on est non seulement aveugle à la pose, mais on est aussi souvent aveugle à ce qui sort. Donc il y a cette cécité, il faut un moment, alors comment voir ce qu'on ne cherche pas. Donc moi la technique que je développe, c'est qu'en fait je laisse mûrir les choses, je les mets sur un côté, et un jour peut-être je vais les regarder avec un autre œil parce que voilà, mon œil se sera nourri d'autres choses. Voilà. Et aussi parce que souvent des gens vous ouvrent aussi les yeux, quoi. Moi, je peux y être aveugle, mais quelqu'un peut y être sensible et vous inciter à la voir aussi différemment. Donc ça, cette pièce, je l'avais mise de côté. Et un jour, voilà, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai vu le potentiel en fait de ces défauts, mais on ne le voit jamais immédiatement. Voilà. Tes pièces ont été exposées à la galerie à Paris et j'ai entendu plusieurs remarques des artisans aussi, d'autres personnes qui disaient mais peut-être qu'on a rarement poussé aussi loin le travail dans les émaux et qu'on a l'impression d'avoir des émaux en volume. Même si tu t'es beaucoup amusé avec les formes, hein, puisque c'est très ludique, on a des cubes, on a des tas de formes, mais cette espèce justement d'émail qui était là et qui prenait presque le dessus. Alors là, je suis content que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire, c'est de l'émail. Voilà, il y a une conception de l'émail que j'appelle pictural, qui est donc l'émail à plat. Là, pour voir toute la virtuosité de Sèvres dans cette conception picturale de l'émail, il vous suffit juste de monter l'escalier du musée et de ne pas pénétrer dans la salle des grands vases, mais de vous arrêter devant les peintures classiques qui sont exposées et qui sont en fait des peintures de porcelaine. Et que c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Il y a une maîtrise qui est inégalée, qui est aujourd'hui, je pense, difficile à reproduire. En fait, quand je passais dans cet escalier, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, je suis passé à côté de ces tableaux sans les voir. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. En atteignant cette perfection, vous disparaissez. C'est-à-dire que l'émail n'a plus aucune spécificité, la céramique n'existe plus. On croit que c'est de la peinture. Et voilà, c'est une espèce de suicide par excellence, quoi. Voilà. Donc en fait, ce que j'essaye moi de faire, c'est de redécouvrir, enfin de trouver une place pour l'émail qui ne soit pas cette conception simplement picturale, à plat, mais qui soit une conception voilà, de l'émail en volume, parce que je pense que la céramique, c'est toujours, enfin, voilà, c'est souvent un volume. Et j'interroge, alors j'ai cette ambiguïté aussi vis-à-vis de l'émail. Donc j'interroge cette position intermédiaire entre le plan, l'espace. Mes pièces sont souvent au mur, elles en sortent comme voilà. Alors voilà, donc en fait c'est l'idée de bloc démo. Là aussi, beaucoup de défauts. Il y a tout un picotement dessus, quoi, qui sont des gouttes. C'est dû. Il y avait c'était trop épais, mais alors, ça, c'est une pièce que, en fait, j'ai identifiée, enfin, qui m'a touché immédiatement. Voilà. Avec aussi une spécificité. Alors là, on a beaucoup rigolé au niveau là, des cuissons. Puisque voilà, après, il faut imaginer comment vous allez cuire ça. Parce qu'en fait, elle est émaillée sous toutes ses faces. Or, si vous émaillez sur toutes ses faces, comment est-ce que vous où est-ce qu'elle repose? Voilà. Et donc, on avait imaginé ici, en fait, une espèce de cuisson en lévitation. Voilà, c'est-à-dire on construit un mur, on fait sortir des languettes qui pénètrent dans la pièce. Donc en fait, quand je dis qu'elle est émaillée sur toutes ses faces, c'est juste pas possible. Elle est émaillée sur 5 de ses faces, puisque la face qui fait face au mur, elle est dégarnie. Alors là, elle pourrait éventuellement être émaillée, mais il faudrait quand même qu'il y ait une ouverture pour laisser passer les languettes. Donc là, cette pièce a été cuite en lévitation. Alors là, elle est parfaitement émaillé, avec un émail de pâte tendre. Il n'y a aucun défaut. Je la trouvais, oui, c'était intéressant, un peu fade. Voilà. Et après, je l'ai repassé, je vais rajouter un peu de gras, voilà, un peu de beurre, voilà, donc ça coule bien, c'est sympa. Et voilà. Et donc là, pour bien vous montrer là, que je ne raconte pas du pipeau, voilà, elle est bien émaillée partout, vous voyez là en dessous.
Alors dans la pratique du défaut d'émaillage, enfin après il y a défaut d'émaillage, il y a le défaut d'enfournement. Alors ça, il y a aussi cette fameuse pièce du baiser là, qui était deux de ces monolithes cuits côte à côte, et où l'un est venu en fait se coller pendant la cuisson à l'autre de façon totalement imprévue et accidentelle. Mais ce qu'il y a de très beau en fait dans cette pièce, qui est là accrochée juste sur la partie en fait du bas, c'est l'endroit où il se touche doit être à peu près une pastille à peu près grande comme ça, et qu'en fait cette union enfin, de l'émail arrive à tenir un porte-à-faux de je ne sais pas quelle est la force qui repose là-dessus, mais c'est voilà, ça montre en fait voilà toute la foi de l'émail, quoi. Voilà. Emmanuel, c'était vraiment particulier parce que c'est pas un artiste qu'on a reçu pour travailler avec lui. C'est un artiste qu'on a reçu pour un échange et un partenariat. Il s'est vraiment impliqué dans nos techniques et nous, on lui a apporté autant que lui a pu apporter, peut-être pas directement dans nos métiers, mais quand il travaillait au laboratoire et tout, il a élaboré des choses, il a ressorti des choses, il a fait évoluer pas mal de choses au niveau des matières, des choses qu'on ne faisait plus parce que la palette était restreinte. Donc il a réveillé, je dirais, un certain sens de nos priorités. Et quand on a reçu Emmanuel, on a vraiment partagé. On a partagé quelque chose. Oui, il a appris, c'est sûr et certain. Comme nous, on a pu apprendre aussi d'autres choses. Mais voilà, quoi. Ce que je voulais dire, en fait, souvent on pense que on voit ces grandes institutions comme Sèvres, qui est bientôt tricentenaire, voilà, avec un peu de méfiance, en pensant que voilà, il y a des choses qu'il faut peut-être secouer, et que l'artiste est là pour voilà, que c'est le boulot de l'artiste. Alors moi, je suis un peu critique de cette perspective-là. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'ils sont de toute façon plus intelligents que les artisans qui bossent depuis 50 ans là-dedans, et qui, voilà, qui, eux, sont la tête, surtout pas les mains. Et quand je suis venu en résidence ici, voilà, tout ce que j'ai essayé de faire était justement ne pas faire ça. Et ne pas être celui qui savait. J'ai quand même un doctorat en céramique. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais voilà, malgré voilà, le doctorat ou ce que j'avais pu faire avant, je ne suis pas venu en étant le sachant, mais plutôt en disant que ces gens-là qui travaillaient depuis voilà, 30 à 40 ans ou moins, mais enfin, à partir de 5 ans, ils ont des choses à transmettre aussi. Voilà. Et donc à susciter une position voilà, voilà, de collègues, amicales. Voilà, les gens avec qui je travaillais sont devenus souvent des amis aussi. Comme avec la matière, où on est en fait, il n'y a pas de... voilà, c'est un projet voilà, ensemble et il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous pour ces dimanches de Sèvres, rencontre artistes-artisans, le 19 janvier, si je ne me trompe pas, 2020, avec Arthur Hoffner, jeune designer. Merci.